Ce dernier est un véritable maître qui règne sur la salpêtrière. Il se base sur la méthode anatomo-clinique pour mettre en évidence que l'hystérie n'est pas de l'ordre de la simulation, mais bien une maladie nerveuse, une névrose. Par rapport à la conception des troubles hystériques, Charcot considère que la maladie touche le cerveau, ce qui permet d'expliquer que l'hystérie concerne aussi bien les femmes que les hommes. Il fait alors de véritables diagnostics différentiels dans lesquels il compare notamment la grande crise hystérique avec l'épilepsie. Il va ainsi, en utilisant l'hypnose, créer ou annihiler un certain nombre de symptômes hystériques, parmi lesquels on peut trouver des dysfonctionnements de la sensibilité ou des pertes partielles des capacités motrices de certaines parties du corps, et le fameux clou hystérique qui correspond à des maux de tête virulents. De même, de nombreuses douleurs corporelles font partie du tableau clinique de l'hystérie. Que ce soit au niveau de la colonne vertébrale, de la plèvre ou de l'abdomen, ces douleurs peuvent être tellement vivaces que le patient ne supporte pas qu'on le touche sur la zone concernée. À l'approche d'une crise, il n'est pas rare d'observer le phénomène de l'aura hystérica, qui correspond à des sensations spasmodiques que le malade compare à celles d'une boule qui exerce une constriction sur la région ombilicale et épigastrique et qui, accompagnée parfois de nausées, de vomissements et d'une accélération du rythme cardiaque, tend à se propager au niveau du cou et de la gorge, telle une sensation de strangulation. Même si Charcot met en exergue la dimension du traumatisme dans le déclenchement de l'hystérie, il n'en abandonne pas moins le caractère héréditaire et organique de la névrose. L'étiologie sexuelle de l'hystérie est officiellement mise à l'écart, et c'est ce dont Freud va avoir le courage de s'emparer pour concevoir un nouveau procédé psychothérapique basé sur la parole. Au-delà des expériences de Charcot, qui ont une visée purement descriptive des phénomènes hystériques, on retrouve chez Hippolyte Bernheim l'utilisation de l'hypnose avec une visée psychothérapeutique. Ce médecin français, élève d'Auguste Liébaud et représentant de l'école de Nancy, va mettre en évidence que la technique hypnotique repose sur la suggestion, ce qui permet de mettre en exergue la parole aux dépens du regard. C'est en 1889 que Freud va rencontrer Bernheim et Liébaud en compagnie d'une de ses patientes hystériques du nom d'Anna von Lieben, plus connue sous le pseudonyme de Frau Seisili. Au niveau de la méthode, Freud va ensuite abandonner la technique hypnotique au profit d'un nouveau procédé qui prend en compte les résistances de chacun. Il va suivre pour cela les indications de ses patients, et notamment Frau Emmy von N, qui un jour de l'année 1889 va donner une place inédite au psychothérapeute en demandant à Freud de se taire, de l'écouter et de ne pas la toucher. Je suis d'accord avec Fernando de Amorim quand il situe ici la naissance de la psychanalyse avec la règle de l'abstinence et la technique des libres associations qui propose aux patients de parler librement ses pensées afin de favoriser l'émergence des manifestations de l'inconscient. De l'inefficacité de l'hypnose dans de nombreux cas, il va néanmoins garder la position couchée du patient qui définit encore aujourd'hui le cadre spatial de la psychanalyse. En s'appuyant sur l'ensemble de ces observations cliniques, il va conceptualiser l'organisation et le fonctionnement de l'inconscient et petit à petit sortir la névrose du champ de la neurologie. Avant de pointer la prédominance de la réalité psychique et du fantasme, Freud considère que l'étiologie de l'hystérie réside dans une scène de séduction passive vécue dans l'enfance. Face au discours de ses patients
qui lui confie avoir subi des attouchements, bien souvent de la part d'un proche, il pense en effet que la causalité psychique de l'hystérie trouve à se résoudre dans une expérience sexuelle vécue sur le mode de la passivité dans la première enfance, grosso modo de 0 à 4 ans. Dans une lettre à Fliss du 21 septembre 1897, il avoue ne plus croire à sa neurotica, à cette hypothèse clinique selon laquelle l'hystérique aurait subi une agression sexuelle dans la plus tendre enfance. Après une période de remise en question intense, il va s'apercevoir de l'importance de la réalité fantasmatique de l'être humain. Si un traumatisme vécu dans la réalité peut engendrer des troubles psychiques, il n'en demeure pas moins que le fantasme lui-même peut provoquer des effets similaires. Cette découverte marque un véritable tournant dans l'évolution de la psychanalyse. On retrouve chez les successeurs de Freud, notamment chez Mélanie Klein et Jacques Lacan, de nombreux écrits qui traitent de cette question du fantasme dans la liquidation des symptômes névrotiques. En relisant le célèbre Cadorra, que Freud rédige pendant le mois de décembre 1900, m'est venue une hypothèse concernant l'étiologie du dégoût et des vomissements hystériques. N'ayant pas eu le temps de lire tous les ouvrages qui touchent à ce sujet, je vous prie par avance de bien vouloir être indulgent si cette hypothèse existait déjà ou si elle s'avérait erronée. Freud dit dans le texte sur le Cadorra: « Je tiens sans hésiter pour hystérique toute personne chez laquelle une occasion d'excitation sexuelle provoque surtout et exclusivement un dégoût, que cette personne présente ou non des symptômes somatiques. » Mon hypothèse est que le dégoût, en tant que symptôme hystérique vis-à-vis de la sexualité, serait la réactivation de traces mnésiques antérieures. Celle-ci correspondrait à la période de l'allaitement et plus précisément à l'ingurgitation du trop-plein de lait, provoquant une réaction physiologique d'écœurement et partant des vomissements. Freud a essayé de localiser le traumatisme psychique à l'origine de la névrose hystérique